Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, merci de nous rejoindre sur Radio J, votre émission littéraire de conversation avec des auteurs. Et comme on dit souvent sur Radio J, des auteurs engagés forcément sur Radio J, ces écrivains, ces auteurs, ces essayistes qui préfèrent évidemment porter l'épée dans la plaie plutôt que appeler à la haine. On va en parler dans quelques instants avec justement quelqu'un que vous connaissez sans doute depuis quelques années, puisqu'il a été un acteur aussi de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il nous revient en tant qu'auteur de livres de polar. Haut fonctionnaire. Frédéric Potier, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez été le DILCRA, comme on dit, le directeur, on peut résumer DILCRA, délégué LGBT. interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, on va voir que ces éléments-là sont intéressants et importants dans le livre que vous venez de faire paraître, qui s'appelle « La poésie du marchand d'armes » aux éditions L'Aube. On va en parler dans quelques instants, mais puisqu'on vous a sous la main, si je puis dire, ça serait bien de commenter un petit peu l'actualité du moment. Depuis une semaine a commencé le procès de 4 néo-nazis, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou nazis tout simplement, à Paris. D'ailleurs, dans votre premier livre, premier polar, l'an dernier, qui a été couronné, La menace 732, vous évoquiez cette menace terroriste qui vient pas du monde islamique, mais des fascistes qu'on appelle néo-nazis. Absolument, c'est pas parce qu'on a été victime du terrorisme islamiste ces dernières années qu'il faut oublier les autres sources de menaces. Et moi, je m'étais effectivement inspiré d'un certain nombre de groupuscules que je voyais à l'œuvre dans les pages faits divers des journaux. Et le risque, en fait, de ces organisations groupusculaires, c'est de les prendre à la légère, de ne pas y faire attention et surtout de ne pas avoir la motivation idéologique. Et c'est pour ça que dans le premier roman que j'avais écrit, La menace 732, j'avais essayé de relier tous ces faits divers, tous ces groupuscules, et en les reliant, on voyait bien qu'il y avait un système qui contestait nos valeurs démocratiques et républicaines. Et vous êtes resté bien sûr un observateur de ce qu'on appelle les radicalités, indépendamment de votre travail à la DILCRA. Alors ces néo-nazis, on les avait un petit peu oubliés. Alors le procès a démarré avec ce groupe qui s'est appelé le projet Waffenkraft, puissance de feu. 4 individus, ils ont 22, 25, 26 et 27 ans, et qui donc vont répondre, et répondent toujours, à ces accusations donc de atteinte à la personne en relation avec une entreprise terroriste. Ça, c'est important. Est-ce que vous connaissiez justement, Frédéric Potier, ce groupe de néo-nazis, de jeunes néo-nazis ? Alors j'en avais entendu parler au moment où les médias s'y sont intéressés, c'est-à-dire au moment où l'affaire a été dévoilée, au moment où la DGSI est intervenue pour les interpeller. Je pense qu'il est intéressant de noter, c'est que la qualification juridique permet d'arrêter ces groupes avant même qu'ils ne passent à l'acte. Oui. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on voit le nom qu'ils se sont donnés, Waffenkraft, la puissance de feu, quand on voit les échanges entre ces personnes-là qui ont été reproduits dans la presse à l'occasion du procès, on voit bien que c'était pas juste des guignols qui s'amusaient à parader avec des uniformes. C'était vraiment des gens qui s'entraînaient dans les bois, qui cherchaient des armes, qui énuméraient des cibles pour viser des personnes. Et c'est là où ça renvoie finalement à notre effort collectif et ce que moi j'avais essayé modestement de faire à la DILCRA, c'est-à-dire le lien entre les discours de haine et les actes de haine. Et moi je considère qu'il y a un continuum absolument direct, une relation directe entre ces discours de haine et ces actes potentiellement très dangereux. Restons un instant justement sur ce procès qui est intéressant, puisque les individus, et notamment son chef en tête, a déclaré avoir voulu faire pire que le Bataclan, c'est-à-dire pire que les djihadistes islamistes. Certains disent que finalement il y a une relation, une correspondance entre ce djihad blanc, comme ils se sont intitulés, contre Daesh et les autres islamistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de même nature, c'est un peu les mêmes mécanismes qui fonctionnent entre le djihadiste islamiste et le néo-nazi ? Oui, il y a des points communs à l'évidence, c'est la fascination pour la violence, la fascination pour l'horreur,
le rejet de l'altérité, le rejet des sociétés métissées, le refus aussi de l'échange. Et donc entre ces deux groupuscules d'ailleurs, entre ces deux familles de dangers, il y a même parfois des alliances presque objectives. C'est-à-dire qu'il y a des courants, notamment aux États-Unis, qui se nomment confrontationnistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils recherchent la guerre civile, en fait. Ils recherchent la guerre civile entre, d'un côté, ceux qui seraient les défenseurs d'un obscurantisme religieux absolu, les islamistes, et de l'autre côté, ceux qui se voudraient les suprémacistes blancs, les défenseurs d'une race. On appelle ça aussi l'accélérationnisme. Oui, voilà, il y a apprend ça dans le tribunal cette semaine. C'est ceux qui veulent accélérer le phénomène de guerre civile, c'est ça ? Et on voit bien qu'il y a une forme de tenaille identitaire entre ces deux mouvances groupusculaires qui sont extrêmement dangereuses. Parce que là encore, c'est pas juste des hurluberlus, quoi. C'est des gens qui s'arment, c'est des gens qui veulent manier des armes, et c'est des gens qui veulent passer à l'acte. Oui, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux. Alors les cibles aussi ont été un peu, non pas étonnantes, mais assez variées pour ces 4 jeunes gens au projet terroriste de massacre. Il y a les musulmans, bien sûr, mais il y a aussi les juifs avec le CRIF et la LICRA qui ont été visés très précisément avec des adresses, des repérages. Et puis, last but not least, aussi un leader de l'extrême gauche en France, Mélenchon. Oui, alors ça fait un peu étonnant, ça fait un peu liste à la Prévert quand on énumère toutes ces cibles-là. Mais je pense que si on essaye de se mettre à la place de ces cerveaux, avec beaucoup de guillemets, ça fait sens. L'idée, c'est d'aller cibler, lutter, éliminer tous ceux qui s'opposent finalement à cette vision absolutiste, dogmatique, refusant finalement le dialogue, l'échange et ce qui fait la beauté de notre société française, c'est-à-dire la fraternité. Donc finalement, la liste a l'air un peu bizarre, oui. Mais finalement elle fait un peu sens quand même. Un peu sens, avec toujours le point commun, cette fois-ci chez les islamistes et chez les néo-nazis, c'est la communauté juive, les juifs. Oui, bien sûr, ça, le bouc émissaire classique qui vient puiser dans toute la littérature du 19e siècle, avec toutes les théories complotistes qui ont été réactivées, réinvesties par Internet et les réseaux sociaux. Donc là, ça doit surprendre absolument personne, finalement, que ce type de groupuscule d'extrême droite fantasme sur le CRIF, le grand complot judéo-maçonnique, la finance internationale. Je pense d'ailleurs que si on regardait, la liste des cibles serait beaucoup, beaucoup plus longue. Absolument. Il y a aussi cette idée aujourd'hui de certains groupes, on dit l'ultra-droite, dans la catégorisation politique. Il y a toujours le fameux tristement célèbre GUD, Groupe Union Défense, groupe estudiantin, qui d'ailleurs, lui, ne déteste pas faire alliance avec notamment les ennemis d'Israël, c'est-à-dire l'antisionisme, s'alliant avec, notamment, faisant l'apologie du Hamas, le mouvement anti-israélien palestinien. Ça, c'est assez original aussi, comme, on peut dire comme collusion. C'est original dans la collusion et dans l'alliance un peu contre nature, mais la finalité, finalement, c'est la même. C'est la lutte contre les Juifs, c'est la lutte contre Israël. C'est une vision de la nation qui est pure sur le plan de la race, pure sur le plan de la religion. Et finalement, c'est un rejet complet des idéaux des Lumières, des idéaux de la Révolution, de cette idée d'Ernest Renan selon laquelle la nation, c'est un plébiscite de tous les jours, et qu'au fond, c'est une volonté politique. Voilà, le GUD, c'est une vieille branche, un vieux mouvement bien connu de l'extrême droite, donc on pourrait dire que c'est l'extrême droite très traditionnelle finalement, le GUD, mais n'empêche qu'il faut le garder sous le radar et qu'il faut toujours être extrêmement vigilant quant à ses agissements. Ouais, on avait un peu oublié cette menace nazie, fasciste en Europe. On en parle avec vous, Frédéric Pottier, qui est notre invité. Vous êtes préfet d'ailleurs aujourd'hui, mais on vous reçoit également en tant qu'écrivain, et pas des moindres, un auteur de polar très passionnant qui s'appelle La poésie du marchand d'armes. On reste un instant sur cette question, puisque dans le livre, vous l'évoquez, finalement, et vous le dites depuis tout à l'heure, le rôle des idéologues dans cette montée ou cette permanence, ou parfois même cette croissance des extrémistes. Vous êtes d'ailleurs un contempteur, vous n'êtes pas le seul, par exemple, d'un certain nombre de personnalités politiques comme Éric Zemmour, j'assume, ou d'écrivains comme Renaud Camus. Absolument. Vous diriez qu'ils ont un peu armé le bras, peut-être, des futurs terroristes de droite ? Alors, à l'évidence, ils alimentent un climat de tension, de haine, et pour ce qui est de Renaud Camus, qui est donc un théoricien, finalement, de ces mouvements d'extrême droite, cette idée du grand remplacement, elle est directement issue de sa plume. Elle a été traduite en anglais, elle a inspiré des terroristes d'extrême droite, je pense
à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait une quarantaine de morts contre des musulmans en Nouvelle-Zélande. On parlait aussi de Breivik en Norvège. De Breivik en Norvège, tout à fait, bien sûr. Dont se revendiquent d'ailleurs les 4 néo-nazis français qui sont jugés en ce moment. Oui, et on voit bien que finalement que ces groupuscules, ils se satisfont pas des règles démocratiques. C'est-à-dire qu'ils voient bien que leurs idées ne progressent pas forcément, ou n'arrivent pas au pouvoir par les règles du jeu électoral. Et donc, ils décident d'agir en dehors de ces règles-là, en dehors de ces règles de l'état de droit, et de passer à un mode opératoire particulièrement violent, voire très meurtrier. Donc il ne faut pas laisser s'installer ces discours de haine, ces discours de rejet, ces discours d'appel à la violence. Mais vous ne faites pas l'équivalence entre un Renaud Camus, dont vous venez de décrire la prose et l'idéologie, et un Éric Zemmour, certes, qui a des positions très, très dures. Est-ce que vous dites que c'est à peu près la même chose ? Il y a toujours des nuances, il y a toujours des petites différences, mais ils ont quand même en commun de vouloir rejeter toute forme d'immigration. Ils ont quand même en commun d'assimiler l'immigration et l'insécurité et la violence. Et je crois qu'il faut toujours faire très attention, parce que des personnes qui peuvent être un peu déséquilibrées, des personnes qui n'ont pas forcément leur culture historique et politique, peuvent prendre au premier degré des incitations qui peuvent paraître très politiques ou symboliques, mais qui peuvent être traduites en actes, et en actes extrêmement violents. Alors vous en parlez bien sûr de façon théorique, mais vous en parlez aussi très bien dans vos romans, et notamment celui dont on va parler dans quelques instants. On va marquer une pause musicale qui a un rapport d'ailleurs avec ce roman et ce polar. C'est beau, ça s'appelle Cascade of Sins. Frédéric Pottier, notre invité dans l'émission Sépharim aujourd'hui sur Radio J. C'est du klezmer. Et vous adorez ça, Frédéric Pottier ? Et j'adore ça, j'adore ce clarinettiste qui s'appelle Yom et qui joue une musique mystérieuse, entraînante. On a l'impression qu'il joue et qu'on danse à côté d'un volcan, en fait. Et voilà, c'est une musique qui m'inspire et que j'utilise d'ailleurs pour ce roman, dans la poésie du marchand d'armes, pour imaginer la musique diffusée par une professeure de sciences politiques, alors même qu'elle reçoit une jeune capitaine de police. Ah oui, c'est un peu l'ambiance de ce livre, qui est évidemment très visuel aussi. On y viendra tout à l'heure. Ça peut faire l'objet d'une série ou d'un film, ça c'est sûr. Frédéric Pottier, on est avec vous. Vous parliez de la poésie du marchand d'armes, comme son nom l'indique dans le titre. Non pas la poésie, mais surtout le marchand d'armes. C'est la question des ventes d'armes que vous évoquez dans ce roman haletant. C'est vrai, avec des attentats, avec des disparitions d'individus, avec une enquête très spectaculaire emmenée à la fois par la DGSI et même avec l'aide du Mossad israélien. Incontournable dans un polar. Et tout ça est passionnant. D'abord, on retrouve vos héros, les héros du premier livre, La menace 732. Il y a la fameuse Nina Meriem, c'est la capitaine de la DGSI, capitaine de police, qui n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs, si je puis dire. Vous avez des scènes, en tous les cas une scène assez spectaculaire. C'est pour rendre un peu plus vivant encore ce thriller. Une scène érotique, on peut le dire, mais moi je pense qu'il faut écrire des thrillers ou des polars noirs sans se censurer. Et c'est le plaisir que moi j'ai à écrire, c'est le plaisir, je crois, que les lecteurs ont à découvrir mes textes. C'est cette idée que finalement on a des héros entiers. Et que moi, ma capitaine de la DGSI, qui s'appelle Nina Meriem, elle a un sale caractère, elle aime pas trop suivre les procédures, elle a un groupe autour d'elle qui est assez atypique aussi.
Et voilà, c'est pas l'inspecteur Colombo, quoi. Elle arrive pas avec son impair en disant hier soir j'ai discuté avec ma femme et tiens, bam, je trouve une piste. Non, c'est un peu plus musclé, c'est un peu plus vivant, et ça correspond d'ailleurs, je crois aussi, à cette nouvelle génération de policiers et de policières qu'on peut trouver dans la police française. Voilà, qui est issue, comme on dit aussi, peut-être de l'immigration, d'origine sans doute maghrébine. Même si vous ne le signalez pas exactement comme ça. Oui, parce que d'autres personnages lui feront remarquer. Oui, mais parce que c'est la réalité finalement de la police française, de nos services secrets, de notre administration, qui a intégré évidemment la France telle qu'elle est, des jeunes diplômés tels qu'ils sont et qui ont fait carrière et qui aujourd'hui se trouvent aux premières loges pour lutter contre les extrémismes violents. Tout ça, c'est banalisé, évidemment. On n'a plus à mettre en exergue absolument l'origine de ces policiers, et de ces enquêteurs et enquêtrices, comme cette Nina Meriem. D'ailleurs, pour la petite histoire, on parlait dans la première partie de cette émission des néo-nazis, des idéologues, des gens extrêmement remontés contre les races, les Noirs, les Juifs, etc. Je crois que Nina Meriem a une réaction épidermique dans votre roman. Oui, sans trop dévoiler les choses. C'est vrai que Nina Meriem, comme toute capitaine de police, elle est amenée à effectuer un interrogatoire d'une personnalité d'extrême droite, et elle supporte très difficilement, et même elle pète les plombs, quand cet interrogatoire tourne à la tribune politique avec une personnalité d'extrême droite qui l'assigne, qui la renvoie à ses origines, alors même qu'elle est parfaitement diplômée, parfaitement compétente. On ne va pas raconter ce qui se passe. S'il vous plaît, Michel. Évidemment, pour les lecteurs, ça va être très intéressant, vous allez le voir. Alors, évidemment, il y a une enquêtrice, donc il y a une enquête, parce qu'il y a un événement en particulier, un attentat, parmi les fleurons de l'industrie française des armes, un attentat qui est commis, assez spectaculaire, et c'est le point de départ de l'affaire, concomitamment avec la disparition de ce qu'on appelle les marchands d'armes, ces intermédiaires fameux. Dans votre livre, il s'appelle Abdel Lounès, et il va disparaître. C'est ces deux éléments qui font démarrer le thriller haletant. C'est exactement ça, Michel. L'histoire commence par la disparition d'un intermédiaire, comme on dit pudiquement maintenant, d'un marchand d'armes, qui est en contact avec les différentes zones de tension de ce monde, et puis les régimes autocratiques, évidemment, qui achètent des armes, parce que c'est quand même pas les social-démocraties qui s'équipent le plus en armement. Et d'un autre côté, quelques heures après, un attentat est intervenu dans une zone où on construit des frégates, des navires de guerre français à destination d'autres pays que la France. Alors on peut dire où ça se déroule. Oui, c'est le lieu de cet arsenal, c'est l'arsenal de Lorient, oui. Évidemment en Bretagne. Et donc la question que j'essaye moi de dérouler, c'est quelle est évidemment la relation entre la disparition de cet intermédiaire et cet attentat. Et il y a un certain nombre de groupuscules ou d'entités qui revendiquent l'attentat ou qu'on suspecte, et évidemment de toute il y a l'extrême droite. L'extrême droite, nazi, même, absolument. Il y a aussi un groupe Et là, un groupe beaucoup plus haut en couleur, moins connu. Est-ce que ça existe vraiment, ces fameux pacifistes radicaux ? Alors, j'ai inventé cette expression et cette mouvance-là. À ma connaissance, non. J'ai pas croisé d'extrémistes pacifistes ou des pacifistes radicaux. Mais c'est les joies du roman, c'est les joies de pouvoir inventer des personnages. Ça ressemble un peu à une secte, d'ailleurs, ces pacifistes radicaux, tels que vous les décrivez dans le livre, de façon très truculente. Oui, j'imagine. C'est un mélange de gauchisme ou d'extrême gauchisme avec la religion, une forme de religion un petit peu sectaire. Un personnage que j'appelle l'ange blanc, ouais. Et qui, effectivement, guide ou parraine ou aimante autour de lui comme une petite secte qui essaye de prôner la paix sur Terre en occupant et en gênant les exportations d'armes. Oui. Là aussi, on ne va pas en dire beaucoup plus, parce que c'est très intéressant, c'est toutes les pistes dans ce thriller politique pour savoir qui a placé cette bombe, ou qui peut-être a aussi enlevé le fameux Abdel Lounès dont on parlait à l'instant, trafiquant d'armes, ces gens qui sont en relation avec les pays, parfois qui sont d'ailleurs peu recommandables. Vous dites un mot d'ailleurs dans ce livre de la doctrine française. On vend des armes, c'est la fleuron de l'industrie militaire. On est censé vendre officiellement des armes à des pays vertueux, c'est-à-dire qu'ils vont les utiliser pour la défense. C'est tout le paradoxe finalement qui est issu de notre histoire politique militaire française. C'est-à-dire que le général de Gaulle a souhaité que la France soit un grand pays souverain et indépendant, et donc doté d'une industrie de d'armement complète.
Mais parce qu'on est une puissance moyenne, on a besoin d'acheteurs pour faire en sorte que cette industrie de l'armement ne soit pas complètement déficitaire, ou qu'elle soit un peu rentable. Et donc on se retrouve avec un paradoxe fort qui est que pour être nous souverains et indépendants, pour qu'on puisse avoir cette industrie de l'armement, il faut qu'on puisse vendre à d'autres. Et la question, c'est finalement à qui on vend, quels sont ces autres acheteurs d'armes, pourquoi ils utilisent nos armes et quelle est la conséquence sur la géopolitique des régions. Et donc c'est une question éminemment démocratique finalement, celle des ventes d'armes. Alors vous avez beaucoup travaillé sur ce secteur d'activité qui est l'industrie de l'armement et des ventes d'armes. Vous l'avez fait comme une sorte de chercheur. Oui, j'ai un peu enquêté. Alors j'ai beaucoup discuté avec un ancien directeur de l'école de guerre, j'ai beaucoup dialogué avec une spécialiste du désarmement et des budgets militaires qui travaille en Suède. Et c'est vrai que c'est un univers assez passionnant et qui permet là aussi de s'interroger sur le volume des ventes. Parce que je crois que la France va être le 3e ou le 2e pays exportateur d'armes au monde. Donc c'est quand même pas rien. C'est 12 milliards d'euros, c'est des milliers d'emplois. Donc ça a un impact assez majeur sur notre économie, sur nos relations diplomatiques. Et puis il y a aussi des aspects politique au Parlement. Qu'est-ce qui se discute, comment? On a voté il y a quelques semaines une loi de programmation militaire. Tout ça est vraiment dans l'actualité. Et Frédéric Pottier, dans ce livre, vous n'échappez pas, mais à juste titre, à l'évocation d'Israël, notamment l'armée de défense, la recherche militaire. D'ailleurs, dans ce livre, vous dites à un moment donné, ce petit bijou qui est vendu, c'est une sorte de drone, est le fruit d'une collaboration très poussée entre un groupement d'entreprises françaises et israélienne de haute technologie avec nos meilleurs laboratoires de recherche et écoles d'ingénieurs. On sait historiquement aussi que c'est pas la première fois, et il y a même plus de 60 ans, ça existait déjà cette coopération entre Paris et Jérusalem. Oui, et d'ailleurs elle avait été très soutenue par Pierre Mendès France, qui est un des autres personnages historiques qui me sont très chers et sur lesquels j'avais écrit sur Pierre Mendès France. Et donc cette coopération franco-israélienne, elle a été un peu mise entre parenthèses par le général de Gaulle et par ses gouvernements successifs sous la Ve République. Mais aujourd'hui, on l'a vu lors de l'année France-Israël, évidemment, les coopérations technologiques, elles sont majeures entre les deux pays, c'est une voie de développement incroyable. On a des très bons ingénieurs dans les deux pays et des sources comme ça de projets qui sont extrêmement riches en projets et en avenir. Et voilà, le polar et ses personnages, on ne peut pas tous les citer, mais ils sont importants. On a parlé de cette enquêtrice, Nina Meriem. On le disait par rapport à justement ce rapport avec Israël. Alors vous avez un de vos personnages aussi récurrents, c'est Sarah Feinberg. Elle est professeure à Sciences Po, absolument, la fameuse école. Et puis elle est en contact justement avec un agent du Mossad. En tous les cas, officiellement, il est directeur scientifique, culturel à l'ambassade d'Israël à Paris. C'est une couverture relativement classique dans les ambassades. C'est finalement le conseiller chargé de la coopération culturelle, scientifique et universitaire. Et ce conseiller à l'ambassade, eh bien, il est aussi agent du Mossad, ou en tout cas, il a des atomes crochus avec le Mossad, ou en tout cas, il a des relations très étroites. Et donc, il permet d'orienter l'enquête à un moment décisif. Et j'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil aussi à mes amis diplomates israéliens que j'ai pu croiser à Paris qui faisaient ce travail-là. Je ne parle pas du Mossad, parce que moi, j'ai pas eu de relation avec eux, mais avec ces coopérations scientifiques qui sont très importantes entre les deux pays. Et c'est vrai que la coopération universitaire aussi, moi, me tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est tous ces personnages en ce moment. Et c'est intéressant de voir il y a quand même beaucoup de personnages issus de la communauté juive ou d'Israël. Ça, vous aimez bien ça, mais ça vous est venu aussi sans doute de votre travail au sein de la DILCRA. Vous avez dû rencontrer beaucoup de responsables ou de membres de la communauté juive en France qui est très active. Bien sûr, mais j'ai évidemment beaucoup d'amis, certains très proches qui sont ou enseignants ou chercheurs, et il ne faut pas chercher dans un personnage une identification unique. C'est souvent la fusion de plusieurs portraits et plusieurs traits ou physiques ou moraux ou intellectuels que je vais aller chercher chez mes amis. Mais oui, des amis qui sont profs à Sciences Po ou qui doivent venir ici régulièrement à l'antenne d'ailleurs, ils sont nombreux. Ce thriller politique, ça nous entraîne évidemment, vous connaissez par cœur les arcanes de l'État, peut-être un peu moins naturellement l'industrie de l'armement qui est encore plus secrète, c'est vrai. On va faire une deuxième petite pause musicale en entendant quelqu'un que vous connaissez, un des plus grands artistes sans doute français du XXe siècle.
écrit le personnage des Fendel. Je pense à Hansu. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Hussard, etc. Hussard, etc. Hussard, etc. Hussard, etc. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Hussard, etc. Hussard, etc. Hussard, etc. Qui n'a pas reconnu la voix De Serge sur Radio Gainsbourg. J dans Sépharim, notre invité Frédéric Potier, Serge Gainsbourg, que vous aimez beaucoup, et c'est tout simplement la Marseillaise, Version reggae, qui est magnifique. qui est très belle, puisqu'on parle comme ça des armes, de la France, du patriotisme, De nos aînés, de la carrière, et de la vertu aussi. exactement, de la vertu. C'est dans votre polar, hein, on peut dire thriller, qui s'appelle La poésie du marchand d'armes. Alors on a compris le marchand d'armes, et peut-être, je ne sais pas s'il faut nous dire pourquoi vous titrez par la poésie, Frédéric Potier. Oh, si, c'est un énorme clin d'œil à un de nos plus grands poètes qui s'appelle Arthur Rimbaud, qui était aussi Trafiquant d'armes. trafiquant d'armes à la fin de sa vie. Il a vendu des canons en Afrique, c'est assez peu connu. Et donc, c'est un clin d'œil amusé et tout à fait délibéré à cet immense poète. Alors quand il y a des marchands d'armes, il y a des... ce sera la dernière question, mais pour nos auditeurs, parce qu'ils vont découvrir ce suspense dans ce livre. Mais juste un mot sur les fameux marchands d'armes. Ils gagnent de l'argent avec des rétrocommissions, c'est ça? Alors ça, il y a eu plein d'affaires politiques sensibles de financement ces dernières années, hein, entre le Taïwan, Karachi, etc. Et donc ça a été beaucoup le cas dans le passé, à un moment où il n'y avait pas de loi sur le financement des partis politiques. Aujourd'hui, la situation, elle est évidemment juridiquement complètement différente, mais il y a cette trame historique qui est là et qui permet d'imaginer des intrigues tout à fait labyrinthiques. Ouais, et très réaliste et très passionnante. Ça s'appelle La poésie du marchand d'armes de Frédéric Potier aux éditions L'Aube Noire. Je le montre à la caméra, ce beau polar. Merci beaucoup à Frédéric Potier d'avoir été notre invité. On a pu parler, comme d'habitude, de beaucoup de choses d'importance et de belles choses aussi. Merci beaucoup, Michel.